Bon, en fait, moi, je sais que ce qui va sortir là, bon, je connais chaque chose qui va sortir. Mais moi, ce qui importe pour moi là, c'est de finir l'épreuve. Comme ça, je sais que je serai noté déjà sur 20 avant de penser à ce que j'ai écrit, quoi. Je suis un peu confiant. Bon, elle était un peu stressante, mais bon, apparemment, c'était bien pour moi. Tout ce que j'ai appris est sorti. C'est facile parce que j'ai appris et je suis vraiment content parce que ce que j'ai appris est vraiment sorti. Donc c'est un job pour moi, donc c'est abordable. Tout est abordable même quoi. Je ne trouve pas le mot même que je vais pas pour qualifier quoi l'épreuve même quoi. C'est vraiment abordable quoi. Là maintenant on est sûr d'être admis en même temps quoi. Oui, c'est même composer les restes des épreuves, on est sûr quoi. Parce qu'on est vraiment sûr qu'on a travaillé, qu'on est capable. Donc c'est évidemment quoi. Je suis très contente parce que depuis hier, les enfants étaient dans la joie. Donc on remercie notre président Talon parce qu'ils ont dit que les matières sont très faciles et les épreuves, ça s'est bien passé. Tous les élèves presque, si tu leur demandes comment ça s'est passé, ils sont contents, ils disent que non, que ça s'est bien passé. Donc si c'est comme ça, nous qui sommes des parents aussi, nous sommes en joie alors. Nous sommes contents et on rend grâce à Dieu. On remercie aussi le président pour ça. C'est pour cela que je suis là. Je vous remercie. Pour un parent d'élève, c'est le rôle qu'il doit jouer en ces temps-ci, où l'enfant a besoin de ses parents pour qu'il puisse avoir de force. Ses parents ou son parent ou bien son papa l'accompagner vers le centre, ça lui donne même une protection. C'est une protection et l'enfant se voit en sécurité. Vous voyez? Et cette sécurité permet à l'enfant maintenant de se dire, ah, avec tout ce qu'il a en ce temps, c'est-à-dire en ce temps de composition, c'est-à-dire la sécurité qui vient de ses parents, lui permet d'avoir plus la force de persévérer et de travailler pour pouvoir leur donner satisfaction. Voilà. Oh, avec les enfants, bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bon, on constate que de temps en temps, les promotions qui suivent prennent un peu de conscience. Ça va, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de cas de tricherie, de candidats récalcitrants. Bon, il n'y a pas d'irrégularité. Ça s'est bien passé. Le service régional de lutte contre la fraude, c'est le bras armé des directions régionales. La directrice régionale Ouémé Plateau a directement rattaché à elle une unité de répression, une unité de deuxième ligne qui l'aide à contrôler les dédouanements qui ont été faits au niveau des unités de première ligne. Les services régionaux de lutte contre la fraude servent également à rattraper les marchandises frauduleuses qui ont pu échapper aux unités de première ligne. Et tout ce que nous faisons comme investissement, déjà au niveau du cadre normatif, au niveau des équipements, de la modernisation et autres, tout cela n'aura vraiment de sens que lorsque, sur le terrain, tous ceux qui cherchent à contourner la réglementation sont traqués. Si personne n'est traqué, chacun contournera les unités et personne ne viendra payer les droits et taxes. Donc les services de lutte contre la fraude sont vraiment indispensables. Le fraudeur, depuis la frontière jusqu'à son domicile, et même à l'intérieur de son domicile, il ne doit pas se sentir en paix. Et quand vous vous présentez comme un fonctionnaire des douanes et que vous commencez la répression, vous devenez l'ennemi de tout le monde. Et malgré cette hostilité, nous travaillons à mobiliser les agents autour des objectifs qui nous ont été assignés et nous essayons autant que possible de les encadrer, de les protéger sur le terrain. Les autres services également nous prêtent main forte, la police, la justice,
les autres administrations, les élus locaux. Celui qui importe des marchandises et qui ne fait pas les formalités de dédouanement, il se comporte exactement comme quelqu'un qui vient mettre la main dans les caisses du trésor public et qui prélève les deniers publics. De l'argent qui devrait servir à construire des écoles, des routes, à payer les fonctionnaires et à accompagner les projets de développement. Malheureusement, les populations ne comprennent pas. Et lorsque les fonctionnaires des douanes s'engagent dans les opérations de répression, elles se mettent plutôt du côté du fraudeur et affrontent parfois violemment les fonctionnaires des douanes. Nous voulons leur demander de comprendre que la douane est à leur service et que nous avons besoin de leur accompagnement pour démanteler les différents courants de fraude. C'est la toute dernière année des armées au sein des forces armées béninoises. Elle est essentiellement composée des unités d'intervention de ces trois armées et tire son socle sur les unités d'intervention de l'armée de terre, notamment le 1er bataillon de commando parachutiste, le 1er bataillon d'intervention motorisée ici à Cotonou et les unités similaires qui étaient à l'armée de l'air et à la marine nationale. Nous sommes ici au simulateur de tir. Rares sont les armées de la sous-région qui disposent de telles infrastructures. Ces deux bâtiments constituent nos ateliers de syndic très élevés. Nous avons reçu des hélicoptères qui ont augmenté les gammes de nos missions. Nous pouvons dire que l'escadron est en montée de puissance. Grâce à ces moyens, nous avons pu accroître notre présence en mer et de faire la projection de nos vecteurs sur une longue distance par le mieux. Et ça nous a permis aussi de renforcer déjà la flotte dont nous disposons. À ce jour, nos forces de défense et de sécurité contrôlent toute l'étendue du territoire national. Pendant longtemps, le Bénin a été un pays calme. Le Bénin n'était pas habitué à des attaques terroristes. Quand nous avons commencé à faire face à ce genre d'incertitudes, qui était assez inédit pour nous, nous avons estimé qu'il fallait prendre notre bâton de pèlerin, aller discuter avec des pays qui ont eu à faire face au terrorisme. Et en matière d'expertise, nous avons appris. En matière d'équipement adéquat, nous avons compris et nous avons pu conseiller les autorités politiques afin d'acheter les équipements qu'il fallait pour mieux faire face à cette incertitude. Concomitamment à ces engins blindés, nous avons près de 100 véhicules de type pick-up pour la mobilité pratique du commandement et de la troupe. Il faut que le militaire en opération puisse être en contact permanent avec sa base. D'où la naissance du programme de communication sécurisée TETRA, qui est de la dernière génération actuellement connue dans ce monde. Et cette communication est sécurisée. Quatrième axe d'effort, ce sont les infrastructures. Le Bénin est un pays de paix. Il reste un pays de paix. C'est un îlot de sécurité. Il ne faut surtout pas avoir de peur du terrorisme, car nous avons déjà vaincu le terrorisme. Je quitterai père et mère, sans espoir de les revoir jamais. Permettez que je vous exprime ma satisfaction personnelle quant au succès que nous avons pu observer dans tous ces domaines que je viens d'évoquer, notamment la protection du territoire et la sécurité des uns et des autres. Je n'ai cessé, au cours de l'année écoulée, d'observer que vous êtes bons, et j'en suis fier.
Au Nigeria, au moins 103 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau lundi vers 3 h du matin. La plupart des victimes, dont des enfants, rentraient d'un mariage dans le village d'Egboti, dans l'état du Niger. Arrivés à la cérémonie à moto, les invités ont dû repartir par bateau après une inondation suite à une pluie diluvienne. Selon des sources locales, l'embarcation aurait heurté une bûche dans le fleuve Niger et s'est fendue en deux. Des villageois ont pu sortir 50 personnes de l'eau avant l'arrivée de la police. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver les disparus, alors que le bateau contenait près de 300 passagers. Les naufrages, qui sont fréquents au Nigeria, sont généralement dus aux embarcations surchargées, à leur mauvais entretien ou au non-respect des règles de sécurité. Le fleuve Niger est le principal axe navigable en Afrique de l'Ouest. Les autorités ont bien tenté d'interdire la navigation de nuit, mais la règle est peu respectée. Les Nations Unies se disent profondément troublées par l'évolution de la situation des droits de l'homme au Sénégal. Mardi, le porte-parole du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a notamment mis l'accent sur l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité contre les manifestants. Il a affirmé que l'organisation a demandé que les enquêtes ouvertes par les autorités sénégalaises soient rapides, indépendantes et approfondies. L'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité lors des manifestations constitue un précédent négatif pour le Sénégal. Il est de la responsabilité première des autorités sénégalaises de préserver le respect de longue date du pays pour les traditions démocratiques et l'état de droit, en garantissant le droit à la liberté de réunion et d'expression. Du 1er au 3 juin, le Sénégal a été en proie à ses pires troubles depuis des années, après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. L'annonce de la condamnation a déclenché des violences qui ont fait officiellement 16 morts. Amnesty International estime à 23 le nombre de morts. Au Cameroun, les réactions pleuvent après la mort de John Fwendi. Opposant historique de Paul Biya, le leader du Social Democratic Front, est décédé peu avant minuit lundi à 81 ans, des suites d'une longue maladie. Il avait commencé sa carrière au RPDC avant de fonder le SDF en 1990, à la fin du régime du parti unique. Ni John Fwendi pour le SDF était le guide, c'est-à-dire celui-là qui a tracé le sillon sur lequel nous marchons. L'homme qui, contre vents et marées, a imposé le retour au multipartisme au Cameroun le 26 mai 1990 et avec cela un ensemble de libertés individuelles et collectives accordées au peuple camerounais tout entier. John Fwendi est arrivé second présidentiel de 1992, 2004 et 2011. Ces dernières années, il a été contesté par des dirigeants du SDF qui l'ont accusé sans preuve d'être acheté par le pouvoir et de s'enrichir avec des fonds publics. Beaucoup de Camerounais sont morts. J'étais encore très jeune. Mais aujourd'hui, on comprend qu'on l'a corrompu. Il a été convaincu par peut-être le pouvoir sur le place. Qu'en réalité, il faut vraiment être fort. Pourtant, il devait être vraiment un très grand modèle à suivre. Mais je retiens de lui, c'est vrai, on ne parle pas bien de moi, mais je retiens de lui qu'il va quand même aspirer au changement. Mais au bout du compte, on l'a toujours corrompu. Né près de Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, John Fwendi était un partisan d'une solution fédérale face aux appels d'indépendance de la région anglophone. Au moins 46 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été tuées dans l'attaque d'un camp de déplacés en République démocratique du Congo. Le massacre a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord-ouest de la province d'Ituri, dans le camp de Lala. Un réseau d'observateurs basé dans l'est du pays, ainsi qu'un chef de communauté locale, ont confirmé le même nombre de morts, ajoutant que le bilan était encore provisoire. La milice Codeco, ou Coopérative pour le développement du Congo, impliquée dans de nombreux massacres ethniques, a été désignée comme à l'origine de ces meurtres. Cette dernière prétend protéger la communauté Landu d'un autre groupe ethnique, les Hema, ainsi que de l'armée de la République démocratique du Congo. Après une décennie de calme, le conflit entre les communautés Hema et Landu s'est ravivé en 2017, faisant des milliers de morts et forçant plus d'1,5 million de personnes à quitter leur foyer.
Une grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à des dizaines de groupes armés, héritage des guerres régionales qui ont éclaté dans les années 1990 et 2000. 303 morts, le bilan de la secte de Paul Mackenzie au Kenya ne cesse de grimper. Mardi, 19 nouveaux corps ont été exhumés de la forêt de Shakahola, non loin de la ville côtière de Malindi. 2 mois après les premières découvertes, le nombre de victimes pourrait s'alourdir, plus de 600 personnes étant toujours déclarées disparues. Les recherches sont désormais étendues au-delà des 325 hectares d'origine, pour couvrir près de 15 000 hectares. La plupart des corps exhumés sont ceux des adeptes de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle, créée en 2003 par le pasteur Paul Mackenzie. Dans ses derniers prêches, cet ancien chauffeur de taxi prônait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. En détention depuis le 14 avril, il est poursuivi pour terrorisme, alors que 35 personnes sont présumées impliquées dans ce massacre. Cette affaire a suscité un vif émoi au Kenya. Les autorités sont critiquées pour leur inaction face au jalissement du pasteur autoproclamé, pourtant arrêté à plusieurs reprises pour ses prêches extrêmes. Le massacre de Shakahola a également ravivé le débat sur l'encadrement des cultes dans ce pays majoritairement chrétien qui compte 4000 églises. Les militants du climat sont rassemblés à Bonn en Allemagne où se tient une conférence sur le changement climatique jusqu'au 15 juin, préparatoire à la COP28 de décembre qui aura lieu à Dubaï. Autour de Greta Thunberg, 2 militants africains ont une nouvelle fois appelé à arrêter d'urgence l'exploitation des énergies fossiles, l'Ougandaise Patience Nabukalu et le Kenyan Eric Juguna. Ce dernier s'insurge que la COP28 soit présidée par le patron de la compagnie pétrolière d'Abu Dhabi, Sultan Al-Jaber. Je pense que l'histoire retiendra qu'en 2023, lors de la COP28, métaphoriquement parlant, nous avons laissé un moustique mener la lutte contre le paludisme. C'est un coup de poignard dans le dos des communautés qui subissent de plein fouet la crise climatique, mais aussi des générations futures qui seront affectées par cette crise. En matière de réduction des gaz à effet de serre, 2 grands camps s'affrontent, l'Europe et de nombreux pays en développement qui veulent sortir rapidement du pétrole, du gaz et du charbon. Les grands pays pétroliers et gaziers préfèrent remettre l'accent sur la réduction des émissions sans abandonner les fossiles qui les génèrent. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés appelle à une action concertée alors que le nombre de personnes déplacées de force dans le monde atteint un niveau record. En 2022, la guerre, les persécutions, la violence et les violations des droits de l'homme font augmenter le nombre de réfugiés de 21%. Plus d'une personne sur 70 dans le monde est réfugiée. Selon le rapport annuel du HCR, un peu plus de 108 millions de personnes sont considérées comme des déplacés en 2022. 62,5 sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. 5,4 millions de personnes demandent l'asile à l'étranger et 5,2 millions ont besoin d'une protection internationale. La guerre en Ukraine a été le principal facteur de déplacement l'année dernière. Le nombre de réfugiés en provenance du pays est passé de 27 300 fin 2021 à 5,7 millions, ce qui représente la hausse la plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale. Le rapport indique également que plus de la moitié des personnes concernées par l'exode proviennent de 3 pays seulement, la Syrie, l'Ukraine et l'Afghanistan. La hausse des déplacements forcés dans le monde ne montre aucun signe de ralentissement en 2023, alors que l'éruption du conflit au Soudan déclenche de nouveaux flux. Ce sont les pays à revenus intermédiaires et à faible revenu qui supportent le plus lourd fardeau de l'accueil des personnes exilées. Quelques 7 millions de réfugiés se trouvent actuellement en Turquie et en Iran. Enfin, le rapport exhorte les gouvernements et les ONG à trouver de nouvelles solutions aux problèmes croissants des réfugiés et à veiller à ce que ceux qui ont été contraints de fuir ne soient pas condamnés à un exil permanent. Poursuivi pour sa gestion négligente de secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump continue de bénéficier du soutien indéfectible de ses partisans. Le républicain est le premier ancien président américain à être inculpé au niveau fédéral. Mardi, à Miami, il a plaidé non coupable des 37 charges à son encontre, ouvrant la voie à un procès historique.
Donald Trump est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels dans sa résidence de luxe à Mar-a-Lago en Floride. Il lui est également reproché d'avoir refusé de restituer ces documents malgré des injonctions judiciaires. Sa première réaction ne s'est pas fait attendre. I think it's a rigged deal here. We have a rigged country. We have a country that's corrupt. We have a country that's got no borders. We have a country that's got nothing but problems. Le favori pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de 2024 s'est ensuite rendu à son club de golf de Bedminster près de New York pour s'exprimer devant ses partisans et ses donateurs politiques. Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty. Right in the middle of a presidential election in which he is losing very badly. Selon un sondage, 76% des électeurs républicains jugent que les poursuites contre l'ancien président américain sont motivées par la politique. L'Ukraine affirme gagner du terrain dans sa contre-offensive. Ses forces armées font ainsi état de progrès en direction de Barmout. Des progrès très limités puisqu'il s'agirait de 250 mètres. Lors d'une rencontre avec le président américain Joe Biden, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a également semblé optimiste, bien que selon lui, il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions. The support that we are providing together to Ukraine is now making a difference on the battlefield as we speak, because the offensive is launched and the Ukrainians are making progress, making advances. It's still early days. Sans surprise, Vladimir Poutine a une toute autre analyse. Lors d'une discussion avec un groupe de correspondants de guerre, il a déclaré que les forces russes étaient en train de détruire l'arsenal ukrainien. Это же не вся натовская, там и еще советского производства, там бронетехника уничтожается, но прекрасно горят, как мы предполагали, и Брэдли, и эти Леопарды, да. À Kiev, le président Zelensky a rencontré le chef de l'Agence internationale à l'énergie atomique, Raphaël Grossi, avant sa visite à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Il s'y rend pour évaluer personnellement l'impact de la destruction du barrage de Kakhovka la semaine dernière. Enfin, à Kryvyi, ville natale de Zelensky, le bilan de la frappe russe contre un immeuble d'habitation s'est alourdi à 6 morts et 25 blessés.